Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Alexandre. Salut à toutes et tous, salut Flo, ravi de vous retrouver pour cette édition, nouvelle édition du Baromètre. Actu chaude comme le temps, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. On peut partager l'agenda si vous voulez avec trois partenaires aujourd'hui. On en profite pour les remercier. Donc Kozu, Code Store, Dirigeable. Agenda, on va parler assurance chien-chat avec la consolidation dans cette verticale. Un cas d'usage, un cas très concret de l'idée au produit avec de l'IA. Restez avec nous, une surprise à venir avec un format interview avec quelqu'un que vous connaissez bien, je pense. Un focus sur une super insurtech qu'on a repérée qui nous vient du Québec, plus précisément. On parlait du marché nord-américain. Avec ici de l'IA, de l'innovation et du cadrage de projet. Et enfin, un focus sur les dernières levées de fonds qui nous ont marqué, toi et moi, Flo, dans l'écosystème. Et merci d'être toujours si nombreux à nous rejoindre. Continuez dans les commentaires à nous dire d'où vous nous écoutez. Et puis évidemment, si vous avez des questions sur les sujets d'aujourd'hui ou sur des sujets que vous aimeriez qu'on traite à l'avenir, n'hésitez pas à le faire. On a encore plein de choses à vous partager d'ici la fin de l'année, mais voilà, on essaye autant que possible de coller aux sujets qui vous intéressent. Ouais, l'idée, c'est que ce soit interactif aussi, pardon, mais voilà, en direct, vous pouvez également poser toutes vos questions. Nous, on peut y répondre en direct ou plus tard. Et également, les partenaires qui sont en coulisses peuvent prendre la main aussi et interagir avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Yes, exactement, effectivement. Et à chaque fois, on notera et on soulignera et on saluera en particulier les partenaires qui sont avec nous et qui sont dans le chat. Et justement, la première rubrique, l'œil du VC, qu'on voulait lancer sur la thématique de l'assurance chien-chat, qui est un sujet qui était assez intéressant et peut-être pour d'ailleurs commencer et l'illustrer. Je ne sais pas si vous êtes nombreux et nombreuses à être allés à Vivatech, mais à Vivatech, vous avez peut-être vu ce stand. C'était sur le stand de Samsung. Samsung qui mettait en évidence la connexion à SmartThings, qui est un petit peu son écosystème gestion des objets connectés, et qui faisait un focus justement sur le bien-être animal. Donc ça nous semblait un sujet intéressant et ça tombait bien. Donc c'était la semaine dernière. Alexandre, je crois que tu étais plusieurs jours là-bas. 2 jours à Vivatech. Et j'avais effectivement vu ce stand. Il y avait Garmin qui parlait de la santé connectée. Aujourd'hui pour les humains, mais on voit aussi que sur la verticale des animaux de compagnie, il y a des choses qui se développent. Et ça, c'est intéressant, évidemment, en connexion avec nos sujets d'assurance. Ouais, et en fait, sujet d'autant plus d'actualité. Donc déjà parce qu'il y avait ce stand-là qui illustre que des acteurs hors assurance s'intéressent à cet écosystème-là. Et c'était aussi une manière d'illustrer qu'au-delà de l'assurance chien-chat, en fait, la thématique, c'est plutôt une thématique de pet care au sens large. Et donc, l'assurance est un des éléments, évidemment, mais ça n'en est, c'est pas uniquement ça le sujet. Et donc ça nous paraissait être un sujet assez intéressant qui permettait d'élargir. Aussi, on voulait traiter ce sujet-là, il nous semblait, parce que l'assurance chien-chat, et moi j'en avais fait un podcast précédemment, c'est quand même un sujet qui me semble être un fil rouge de l'insurtech. Je pense qu'une des toutes premières insurtech en France, j'allais dire à l'époque, c'était sur cette thématique de l'assurance chien-chat. On a vu des acteurs se multiplier et se lancer, peut-être pas tous les ans, mais très régulièrement, à la fois en France et puis partout en Europe. Et voilà, et donc ça permettait aussi d'illustrer cette thématique-là. On a la chance de faire cette séquence-là avec un acteur que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, mais du coup, c'est pour ça qu'on est content de travailler avec aujourd'hui. Cet acteur, c'est Kozu. Vous voyez ici la homepage du site internet, donc l'assurance santé animale vraiment humaine, ça c'est leur punchline. C'est un acteur qui existe depuis quelques années sur 2020, le marché. exactement. Ouais. Exactement, et pour lequel peut-être on peut partager quelques chiffres clés avant de rentrer dans les problématiques, mais comme ça vous voyez à nouveau, je ne sais pas d'ailleurs, vous pouvez dire dans les commentaires si vous connaissiez l'acteur ou pas, mais voilà, vous avez vu le site internet qui dit qui est Kozu, voilà des chiffres qui vous permettent de vous faire une idée de leur développement. Voilà, je te laisse peut-être les commenter, au-delà du fait qu'effectivement ils existent sur le marché depuis 2020.
Ouais, depuis 2020, nous, on les suit évidemment de près, une trajectoire très maîtrisée, voilà, sans faire trop de bruit, mais ils ont été suffisamment patients. Ils n'ont pas levé des dizaines de millions comme ont pu le faire d'autres. C'est un choix aussi stratégique à ce niveau-là, en se concentrant notamment sur toute la dimension relation client, satisfaction client. Ils mettent en avant, et à juste titre, hein, cette note de 4,7 sur Trustpilot avec plus de 10 000 avis. Donc ça, c'est dans le très haut des standards sur cette verticale Pet Insurance. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le produit d'assurance, il y a cet équilibre technique qui a été trouvé aussi. On parle de cette croissance rentable. On voit que c'est pas du tout anodin. On arrive à 40 000 assurés, un équilibre technique et une volonté de maîtriser toute la chaîne de valeur, à la fois sur le pricing, la gestion du contrat, la gestion des sinistres aussi, qui est jusqu'à présent internalisée, avec notamment des équipes qui sont présentes en France, à La Rochelle. Donc voilà, un acteur qui s'est fait un joli nom aujourd'hui, je pense, sur cette verticale en France, et on va y venir après, qui a peut-être aujourd'hui des ambitions d'aller un peu plus loin. Parce que comme tu le disais, Pet Insurance, c'est un segment historique de l'InsurTech. Tu parlais de ces acteurs, on pense aussi à Bought by Many, qui s'appelle ManyPets maintenant, qui était... Je ne sais pas si ça a été la première licorne en Europe, mais ça n'a pas dû de loin avec WeFox. C'était une des premières licornes avec des levées massives de 2021-2022. C'est un marché où on trouve des acteurs dans tous les pays aujourd'hui. On trouve même plusieurs acteurs dans chaque pays. Un marché hétérogène. En Europe, on a les géographies historiques comme les Nordiques, par exemple. En Suède, je ne sais plus, c'est 80-90% de taux d'équipement. Royaume-Uni, donc le pays de many pets, on est à plus de 30% de taux d'équipement. En France et dans d'autres pays, on est un peu moins. Je crois qu'on est à 7% de taux de pénétration aujourd'hui en France. Donc il y a beaucoup à faire encore. Ça marche bien, il y a une bonne traction. Et il y a quelques signaux qui nous montrent qu'en 2026, il se passe encore des choses. Je pense notamment, j'ai lu ça et je pense que c'est intéressant à mettre en avant, c'est Lemonade. Si je vous parle de Lemonade, vous allez toutes et tous me dire assurance habitation, évidemment. Ils sont identifiés comme des spécialistes, InsurTech spécialistes de l'habitation depuis les débuts. Eh bien, figurez-vous que depuis 2026, Lemonade a plus de 50% de son portefeuille qui a basculé en chien-chat, en pet insurance. Pourquoi? Parce que c'est un produit, je pense, qui est plus simple à maîtriser. Il y a plus de visibilité dessus versus l'habitation aux États-Unis. Ça vous étonnera pas, il y a beaucoup plus de volatilité sur ce marché. Ils sont confrontés au risque climatique et un portefeuille qui est un peu secoué dans tous les sens. L'auto non plus, les monnaies sur l'auto commencent à trouver des résultats là-dessus, mais c'est toujours compliqué. Donc, basculer sur du chien-chat, ça permet d'équilibrer le tout. Aux États-Unis, on voit, il y a Trupanion aussi, un acteur historique qui a communiqué dernièrement des chiffres intéressants avec de l'EBITDA positif sur des volumes qui sont conséquents. En France, on voit beaucoup d'acteurs qui sont arrivés notamment dernièrement et qui ont des chiffres de traction qui sont intéressants. Donc on arrive, j'ai l'impression, à un premier stade de maturité aussi, comme sur d'autres verticales du marché, avec aujourd'hui l'idée d'aller plus loin. Aller plus loin, ça va être modifier un peu l'approche. C'est ce que tu commençais à dire, Flo, hein, je pense. Plus simplement faire du produit d'assurance, mais envisager autre chose avec une vision plus holistique sur le pet care ou le pet tech, pet care. Et ça passera peut-être ça aussi à un moment donné par de la consolidation, mais ça, on va le détailler. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite, on a la chance d'avoir le CEO de Kozu qui est avec nous, Voilà, salut Alexandre, Alexandre. qui est là et qui justement disait « Je suis dispo pour toute question, ça t'aime bien, ça tombe bien ». Et c'est la magie du live. Il y avait une question, en l'occurrence de Paul. Alors le nom, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas ici, mais c'est Paul qui demandait quel est le porteur de risque. Et Alexandre, qui dans la foulée, répondait immédiatement. Donc c'était Nordic Warranty. Donc merci beaucoup pour cette petite interaction et cette information complémentaire de ce qu'on était en train d'évoquer. Effectivement, je trouve que ce sujet-là, il est hyper intéressant et effectivement, de ce point de vue-là, Kozu est un acteur assez emblématique de l'écosystème, en l'occurrence français, sur cette thématique-là. Bon exemple, comme tu l'as évoqué, aussi des startups qui
ont un développement qui est en phase avec l'état d'esprit du marché actuellement, hein, où l'enjeu, c'est la croissance rentable. Et donc, le sujet, c'est certes de grossir, certes faire de l'investissement au service de la croissance, mais quand même garder un portefeuille qui soit de bonne facture. Et aussi, et ça c'est peut-être un élément que je trouve hyper intéressant et qu'Ozu communiquait là-dessus récemment, c'était la satisfaction client, qui est évidemment un élément hyper important, mais donc mettez en avant le fait que récemment, ils avaient atteint les 10 000 avis clients sur Trustpilot et une note qui était assez proche de 5 sur 5, donc c'était tout à leur honneur de faire ça. Ils viennent d'ailleurs de lancer une application mobile aussi pour se dire qu'ils couvrent l'intégralité justement, pas uniquement de la chaîne de valeur, mais aussi de l'expérience utilisateur, donc pour être finalement dans la poche de tout un chacun ou chacune au quotidien, gérer l'intégralité finalement de sa couverture, le suivi de ses sinistres, etc., qui permettait d'avoir un accès assez facile et une expérience utilisateur qui soit, je dirais, un peu au niveau et au standard du marché. Et si on revient sur la thématique de l'assurance chien-chat, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs tendances qui se mêlent. La première, c'est qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui opèrent sur cette thématique-là au niveau européen. C'est des acteurs qui, pour la plupart, sont sur le marché quand même depuis quelques années, qui commencent à avoir des tailles très significatives et en même temps sur des marchés qui ont des taux de pénétration qui sont très différents. Et donc, on avait vu, je crois que c'était l'année dernière ou même peut-être en fin d'année précédente, beaucoup d'acteurs, notamment internationaux, qui essayaient de rentrer sur le marché français. Je pense à des Espagnols, je pense à des Suédois qui venaient essayer de tirer la bourre avec les acteurs français, dont Kozu notamment. Puis à l'inverse, on avait vu des acteurs francophones essayer de se développer en Allemagne, en Espagne aussi, peut-être un petit peu moins en Angleterre. Tu as évoqué ManyPets tout à l'heure, qui est un acteur emblématique de cet écosystème-là et qui opère plutôt maintenant que sur son marché anglais. Mais donc, dit autrement, pas mal d'acteurs qui essayent de se battre sur un marché commun. Et en même temps, et c'était ce qu'on voyait quand on parlait avec Alexandre pour préparer ce live-là, alors Alexandre Krief, CEO de Kozu, c'est qu'en fait, il ne faut pas voir l'assurance chien-chat justement comme une boîte noire, un écosystème fermé, mais plutôt de se dire qu'il y a en fait plein d'acteurs qui gravitent autour du bien-être animal, que ce soit les vétérinaires évidemment, avec cet enjeu de distribution. Est-ce que les vétérinaires sont des bonnes personnes pertinentes pour distribuer ces produits-là? Il y a aussi tout ce qui est lié aux accessoires, tout ce qui est lié à la nourriture aussi. On avait vu des partenariats justement entre des acteurs de l'assurance chien-chat et puis des distributeurs qui travaillaient main dans la main pour apporter ce type de solution de couverture assurantielle au plus près des possesseurs de chiens-chats. Et donc finalement, c'est tout un écosystème et on reboucle avec ce qu'on disait en introduction avec Samsung qui faisait un push récent sur cette thématique-là, c'est que ça attire aussi des acteurs tech. Et finalement, tous ces éléments qu'on vient de dire, beaucoup d'acteurs présents sur le marché depuis pas mal de temps, des acteurs connexes qui s'intéressent de plus en plus à ce segment de marché, ça nous fait penser, et on le dit depuis pas mal de temps maintenant, que de la consolidation pourrait avoir du sens, soit entre acteurs justement insurtech, d'une part, soit justement en se rapprochant d'acteurs connexes. Et c'est vrai que Kozu a l'ambition, je crois, clairement affichée, et c'était un peu un des messages aujourd'hui, d'être un acteur de cette consolidation-là, acteur, j'allais dire, entraînant de cette dynamique-là. Donc, affaire à suivre, parce que c'est clairement un sujet, je pense, qui devrait bouger. Alors, ça fait, je pense, 2 ans que je mets ça dans mes prédictions annuelles et ça ne s'est pas encore matérialisé. Mais je me dis que plus on avance dans le temps, plus ça devrait devenir une réalité. Et je pense que le travail qu'on fait aujourd'hui avec Kozu illustre le fait que les choses avancent dans cette direction. Ouais, je pense que Kozu, pour conclure, coche un peu les cases de l'entreprise qui pourrait se démarquer dans la nouvelle phase qui est en train de se dessiner devant nous. À savoir que moi, je vois 3 grands enjeux dans Pet Insurance. Les prochaines batailles, on aura une bataille sur le plan assurantiel. Là, on est sur les fondamentaux, sur le pricing, comment continuer à maîtriser les fondamentaux, à avoir toujours cette finesse dans la qualité de la souscription. Et là, on voit Kozu, et c'est très intéressant, qui travaille avec un assureur des Nordiques, un Suédois, donc qui connaît, je pense, particulièrement bien ce sujet. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, c'est la tech. Bien sûr, si on veut aller plus loin, il faudra intégrer notamment de l'IA, de la technologie, et Kozu travaille là-dessus.
Ça, Alexandre pourra vous en parler. J'en parlerai aussi dans Digital et Assurance, mais il y a une stack qui est en développement pour automatiser notamment une grande partie de la gestion de sinistres. Et le troisième enjeu, c'est celui que tu as très bien décrit, Flo, c'est celui, je pense, de la distribution et de l'écosystème, c'est-à-dire qui demain sera le plus légitime et le plus fort aussi pour être en première ligne sur la distribution. Est-ce que ce seront les vétérinaires, les plateformes de services, les assureurs ou des acteurs tech? Mais dans cette logique, dans cette configuration, être plus fort et donc consolider avec d'autres acteurs de l'assurance, ça donnera un poids supplémentaire, je pense, qui permettra d'occuper une position de force dans cette nouvelle phase à venir. Yes, exactement. Donc, affaire à suivre. C'est ici que vous en aurez entendu parler en premier. Pour résumer, ça nous amène à la deuxième section, le Game Changer. Vous en avez l'habitude. Et j'ai envie de dire presque, vous en avez l'habitude aussi. On va avoir la chance de recevoir CodeStore, dont on avait parlé précédemment. On va accueillir Arthur pour CodeStore et on va accueillir Héloïse pour Okoa pour une raison assez simple. C'est, voilà, on va se mettre tous les quatre comme ça pour juste faire la partie introduction. L'idée aujourd'hui, CodeStore, vous vous en souvenez, on en avait parlé précédemment. L'objectif aujourd'hui, c'était de s'arrêter sur un cas client avec pour thématique le passage du produit de l'idée justement au produit et montrer comment l'intelligence artificielle pouvait utilement accélérer cette dynamique-là. Et on s'est dit que pour l'illustrer, il n'y avait rien de mieux que, évidemment, avoir CodeStore et donc Arthur que vous voyez à l'écran avec nous, mais aussi, côté client, Héloïse, que vous connaissez sûrement, qui a co-créé Okoa et qui justement a travaillé avec CodeStore. Et donc, c'est sur ce cas client-là qu'on va s'arrêter pour essayer de rendre à la fois les choses concrètes, vous montrer les bénéfices d'une telle collaboration et puis surtout illustrer comment ça peut être réplicable pour vous, équipe métier dans les grands groupes qui êtes en train de nous écouter ou qui nous écouteraient en replay après. Donc, merci à tous les deux d'être là. Et peut-être avant de commencer, de rentrer dans le sujet, Héloïse, est-ce que tu peux te présenter très brièvement et puis dire un mot évidemment sur Okoa? On laissera chacun aussi aller faire ses devoirs à la maison et d'aller regarder plus en détail ce que tu fais. Voilà, juste pour avoir le contexte. Alors, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, par contre. Moi, mais... Alors, certes, tout le monde te connaît déjà, mais ouais, on va bien t'entendre quand même. Ouais, je ne sais pas si ça marche. Sinon, tu sais quoi, on va laisser Arthur. Là, tu m'entends? Oui, et moi, on t'entend. Super. Donc, je disais, effectivement, j'ai fondé Okoa. Nous, c'est très simple. L'objectif, c'est d'améliorer la rentabilité en boostant la rétention après sinistre. Donc, le moment où on intervient, on est distribué en inclusion dans les contrats d'assurance. L'assuré a un sinistre, il le déclare à son assureur. L'assureur lui demande des pièces, nous met dans la boucle et nous, on fait toute la conciergerie auprès de l'assuré pour l'aider. Et donc, mon problème, c'est que les SaaS existants sur la gestion des sinistres, ils sont certes très bien quand on intervient sur les garanties, n'étaient pas du tout adaptés à ce que moi, je fais. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de construire quelque chose qui soit sur mesure, que j'ai commencé à développer et ensuite, j'ai fait appel à CodeStore. Oui, et comment tu as connu CodeStore? Mais grâce à toi, Alexandre. Littéralement, grâce à un baromètre d'innovation, non mais c'est vrai. Et après, effectivement, j'ai eu des conversations avec pas mal d'acteurs. Et clairement, j'ai été attirée par CodeStore parce que j'ai trouvé que c'était facile, qu'on s'entendait bien, qu'il n'y avait pas 45 rendez-vous, 45 présentations, une tonne d'interlocuteurs. Enfin bref, voilà, tout ce qui... Moi, je suis un peu allergique à tout ça. Et donc, ça s'est passé de manière tellement fluide et simple que j'ai trouvé ça extra. Alors oui, tu dis, ça s'est passé de manière fluide. Déjà, si tu peux resituer, tu nous as dit le besoin existant, mais quand tu es allé les voir, quand tu as fait tes recherches, déjà, tu voyais des choses, je crois, qui étaient un peu trop chères sur le marché. Mais quand tu es allé les voir, le budget aussi, ça coinçait un peu. Tu n'as pas encore levé 100 millions d'euros, ça va venir. Mais pour l'instant, tu dois bricoler un peu. Donc, raconte-nous un peu la genèse du projet. Comment ça s'est passé, cette première rencontre? Est-ce que tu as mis, toi, surtout, en place par la suite? Oui, alors j'avais quand même une idée très précise de ce que je voulais. Et pour avoir déjà un peu fait des projets tech dans mes anciens jobs,
Je savais que j'allais être confrontée à des product owners qui allaient peut-être pas tout comprendre, qu'on allait faire une tonne de réunions, etc. Tout ce dont je ne voulais pas. J'avais compris que CodeStore, c'était quand même beaucoup plus fluide. Donc, quand je suis allée les voir, j'avais eu rendez-vous avec Maxime Topolov, en l'occurrence, qui m'a proposé un devis qui, bien qu'acceptable dans l'absolu, était encore un peu élevé pour moi. Et surtout, il y avait quand même à nouveau ce sujet de compréhension de ce que je voulais exactement. Et ça, c'était vraiment le truc où j'avais pas de temps à perdre là-dessus en réalité. Et donc, j'ai découvert l'existence d'un outil IA qui s'appelle Emergent, en l'occurrence, et qui construit des SaaS. Et donc, je me suis lancée là-dedans, donc en promptant. Et au bout de 2 mois et d'un certain nombre d'heures et de week-ends passés là-dessus, j'ai créé un prototype qui était parfaitement fonctionnel. Néanmoins, venant de l'assurance, je savais très bien que ça passerait pas un seul audit de sécurité d'un assureur. Et donc, à ce moment-là, je suis retournée voir Maxime en lui disant, bah voilà, j'ai un prototype et du coup, comment on fait pour que tu me le rendes sûr et nickel d'un point de vue sécurité et est-ce qu'on peut trouver un tarif un peu plus acceptable pour moi? Et il a dit oui et du coup, on a lancé. Et pour remettre un peu en perspective, quel était ton background et ton niveau de connaissance et de maîtrise en matière d'outils code et d'IA? Donc, c'est là que ça devient drôle parce que ma connaissance était absolument nulle en termes de code. Bon, bah, l'IA, comme tout le monde, je l'utilise, mais enfin, ça s'arrêtait là. Donc, effectivement, en plus, il y avait un côté, enfin, pour moi, en tout cas, qui était extrêmement grisant de pouvoir construire un outil en ne sachant rien faire, quoi. C'était extraordinaire. Et ça résonne d'ailleurs avec un concept dont on parle de plus en plus, qui est celui des citizen developers. Donc voilà, moi je fais le lien évidemment avec les équipes assurantielles, les équipes métiers qui voudraient justement développer des outils. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, tu as réussi à développer, on peut montrer peut-être quelques écrans que tu nous as gentiment fournis, tu as réussi à développer à la fois la partie back, et vous pouvez le voir à l'écran, c'est très propre, en tout cas c'est au niveau d'une application SaaS, je dirais, relativement standard. Idem du côté front, et ça c'est évidemment en tant qu'utilisateur ce qu'on perçoit et ce qu'on trouve assez impressionnant, hein. On voit, voilà, je suis mon sinistre, où ça en est, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, etc. Et donc ça c'est ce que tu avais développé, donc du point de vue fonctionnel ça marchait très bien. En revanche, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, tu as souligné un point très important, c'est que tu t'es dit, ben non, mais je ne vais pas passer les fourches codines, je dirais, de l'assureur. Et c'est là qu'intervient Arthur pour CodeStore, qui a en quelque sorte récupéré le bébé, j'allais dire, mais donc récupéré les éléments que tu avais développés. Arthur, est-ce que déjà tu peux dire un mot sur qui tu es au sein de CodeStore et puis après nous partager justement, voilà, quel a été ton retour quand tu as reçu les éléments qu'Héloïse avait pu t'envoyer? Donc bonjour, je suis Arthur, co-founder et CTO de CodeStore. Effectivement, nous avons reçu l'application, le produit Okora, et j'étais vraiment très 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 surpris parce que ma première réaction c'était on n'a rien à faire ici parce que tout fonctionne. En tous les cas, visuellement, quand on clique sur le produit, quand on regarde ce qui a été développé, c'était parfaitement fonctionnel. Et puis nous avons quand même regardé le code et on ne va pas dire que c'était pas catastrophique, mais c'était loin des attentes de ce qui est attendu pour ce type d'application sur le marché d'assurance, parce qu'il y a des exigences de l'IT qui sont très élevées. Et voilà, on a tout refait. Ouais, et justement, aussi, pour parler un peu à notre audience qui a un background un peu plus technique, est-ce que tu peux expliquer, même brièvement, ce que vous avez mis en place? Comment vous avez nettoyé ça et quel process vous avez utilisé pour mettre ça au propre, en fait? Donc, on a analysé l'existant déjà. Le code existant, il était un peu bizarre parce qu'il était en JavaScript, mais certains des tests unitaires étaient en Python. Déjà, c'est un red flag. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a regardé dans les détails. Et il y avait des requêtes SQL codées en dur un peu partout, dupliquées, avec des problèmes d'injection de SQL, des fuites, des identifiants dans certains endroits, des choses comme ça. Et en général, la structure du code, il y avait plein de choses qui étaient hard-codées un peu partout, des variables 2026 qui étaient
interactuer un peu partout des chiffres bizarres. Bon, c'est pas le code qu'on met en prod, même si visuellement ça marche. Et donc on a mis en place des choses assez standards pour ce type d'application, un front-end en React, un back-end en Node.js avec un framework qui s'appelle Nest.js, avec une Drizzle ORM, une bibliothèque qui nous permet de structurer des requêtes SQL. On a appliqué tous les standards d'authentification, d'observabilité, tout ça en TypeScript. Voilà. Ouais, et par rapport, pardon Flo, mais par rapport à un projet classique aujourd'hui, on entend, on y reviendra tout à l'heure, que c'est important de pouvoir aller vite avec l'IA, de pouvoir optimiser les ressources. Concrètement, combien de temps ça vous a pris côté CodeStore et quelle implication en matière de ressources? Je vais démarrer par des ressources. Nous avons démarré avec 2 ingénieurs seniors qui communiquaient en direct avec Héloïse. On n'a pas eu ni chef de projet. On voulait expérimenter, pousser un tout petit peu le process, voir comment on peut avancer. Surtout qu'Héloïse, elle a une vision parfaite de ce que l'application doit faire. Donc c'est un cas idéal. Donc on a démarré avec 2 ingénieurs et puis maintenant on n'a qu'un seul ingénieur qui travaille parce qu'on n'a même pas eu besoin d'avoir 2 sur ce type de projet. Et troisième ingénieur, c'est Claude Code, bien sûr, notre ami Claude. On a passé un mois et demi pour tout refaire environ. Donc, c'est pas du moment où on a reçu les accès Git de la part d'Héloïse jusqu'à le moment où on s'est dit OK, on est prêt pour déployer en prod. Et justement, donc on voit, hein, il y avait une question dans le chat, quels éléments de sécurité? Je pense que c'était aussi, moi c'est comme ça que je résumais un peu le travail que vous avez fait, c'était monter au niveau des exigences d'une DSI, le projet qui avait été drafté, j'ai envie de dire, par Héloïse. Donc effectivement, monter en puissance et au niveau des exigences en matière de sécurité compliance, hein, RGPD et compagnie. Il y avait un enjeu sur la robustesse de l'infrastructure et la capacité à scaler et à encaisser du volume. Ça, c'est du travail que vous avez réalisé. Et puis, tu l'as évoqué aussi, nettoyage du code. Un point qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que tu viens de dire, notre ami Claude. Je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde que les développeurs aiment bien ces outils-là. Je sais qu'en préparant, on en a parlé ensemble évidemment, mais de ton point de vue, c'est quoi les bénéfices justement de Claude pour des experts du code? Donc là, c'est vraiment l'expert en codage, en code que je parle. Et donc, comment toi, tu considères ça comme étant un outil qui est très utile à ton métier au quotidien? C'est des outils indispensables. Honnêtement, à titre personnel, je ne vois pas comment on peut écrire du code manuellement sans l'IA. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons comment ça facilite le développement. Mais le plus important, c'est ça nous débloque dans des situations où on a une anomalie ou quelque chose qui ne fonctionne pas avec un framework ou avec des technologies qu'on a choisies qu'on utilise. Et donc, avant l'IA, on était bloqué pendant quelques jours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, avec l'IA, on peut résoudre ce type de problème en minutes, en dizaines de minutes. On peut analyser des codes bases legacy ou des projets qu'on ne connaît pas très, très, très rapidement. On branche quelques skills dans Cloud, dans Codex, peu importe, et on analyse le code. On peut générer des prototypes très rapidement, vraiment de manière... avant, il fallait décider sur quel chemin on va prendre pour développer telle feature. Maintenant, on peut juste générer 3 prototypes, cliquer ensemble, des prototypes cliquables, et décider, et puis nettoyer le code derrière. Tout ça nécessite bien sûr la connaissance du code et la capacité à comprendre ce qui est généré derrière. Parce que parfois, c'est pas au niveau de nos exigences. Yes, bien sûr. Et du coup, ça nous amène naturellement à se poser la question de ce que vous avez apprécié, retenu, j'ai envie de dire, de ce projet. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Peut-être en commençant avec toi, Héloïse, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là hein, qui a permis de passer, et c'est le titre de cette séquence, de l'idée au produit? Dans ton cas, il y a ce que j'ai appelé le draft, le prototype, on aurait pu dire d'une certaine manière, mais fonctionnel. Donc voilà, ce projet en
en trois sections. Voilà, quels sont les lessons learned que tu aurais envie de partager avec celles et ceux qui, autour de la table, voudraient faire la même chose, que ce soit des entrepreneurs, mais que ce soit aussi des équipes métiers chez les grands groupes, hein. C'est ça qu'on cherche à illustrer aujourd'hui, c'est de se dire, toi, alors certes, tu l'as développé pour ta société, mais ce que tu as fait toi, c'est exactement ce dont rêvent peut-être tous les jours des équipes métiers en interne qui n'ont pas toujours les outils, qui n'ont pas toujours les roadmaps. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'illustrer ici, c'est que voilà ce que propose CodeStore, une roadmap un petit peu différente et assez innovante de notre point de vue pour justement aller jusqu'au produit qui fonctionne. Assez simplement, moi, je me suis dit qu'en fait, tout était possible, que je pouvais tout faire. Donc ça, c'est un truc, surtout, à nouveau, quand on est entrepreneur, c'est vraiment le rêve. J'ai adoré designer. Je me suis trouvé une espèce de passion là-dedans que j'aurais pas du tout imaginé en premier lieu. Je l'ai montré un peu à des gens que je connais qui font de la gestion de sinistres, qui m'ont dit, mais c'est le rêve ton truc, ça n'existe même pas. À tel point que l'outil s'appelle Licorne pour dire, vous voyez, en fait, ça peut exister dans la vraie vie, ce qui est rigolo. Et après, moi, vraiment, je repars sur la fluidité avec CodeStore. Moi, j'ai adoré, effectivement, l'ingénieur qui s'occupe de moi est ukrainien, en l'occurrence. Il est absolument adorable. On se comprend très bien, ça avance très vite. Quand on a démarré début mai, et là, on est mi-juin, on est en phase de test final. Moi, par ailleurs, j'avais déjà développé des agents IA qui donc sont plugués en API sur l'outil. Tout ça se fait comme si c'était absolument simplissime, alors que, je sais pas, j'entendais des échos pour me dire que tout était infaisable et compliqué. Donc, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, que vraiment, on peut tout faire du moment en plus. En étant aussi bien entouré, tout est possible, c'est extra. Et de ton point de vue, Arthur, et pendant que tu t'exprimes, je me permettrais de montrer un peu la manière que vous avez eu finalement de repenser la chaîne de valeur, ou en tout cas le process de l'idée au produit. Sur la partie haute, c'est un peu le développement, je dirais, à l'ancienne, où on passe d'étape en étape, etc. C'est fastidieux, toujours très compliqué, etc. Et puis une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus créative aussi que vous avez eu de mettre en place avec ces trois sections que j'évoquais, hein. Donc l'idée, le prototype et puis la montée au niveau des exigences d'un grand groupe, à nouveau en ayant en tête que ça puisse être réplicable par des équipes métiers. Donc toi, ta lesson learn ou tes lessons learn de ce projet ensemble avec Okoa? Je pense que si on a quelqu'un en face qui sait exactement ce qu'il faut faire, comme Héloïse, qui a cette vision vraiment claire du business, du métier et de comment ça doit fonctionner, on peut aller vraiment très très vite. Parce qu'on peut bypasser toutes les étapes bureaucratiques de création de projets de produits, recueil du besoin, validation des spécifications. Tout ça, c'est des silos et à chaque fois, il a des étapes de validation. Maintenant, on peut bypasser tout ça complètement. On peut prototyper ensemble. On peut faire des mini sprints très très courts de même co-prototypage, co-développement avec l'IA. On s'appelle Prototype Driven Development. Et puis, quand on a quelque chose qui est déjà cliquable et fonctionnel, c'est beaucoup plus simple de raisonner ensemble comment on doit avancer. Parce qu'avant ça, il fallait imaginer comment ça va. Même si on avait des Figma, des wireframes, de toute façon, c'était un peu loin de ce qu'on avait sur l'écran, sur nos téléphones mobiles ou sur les écrans de nos navigateurs. Ouais, très intéressant. Je réinsiste là-dessus parce que souvent on dit dans l'assurance c'est compliqué d'aller vite, et à raison aussi, je pense, sur les sujets d'innovation, d'IA, on manipule de la donnée dans un secteur ultra réglementé. La prudence a aussi ses vertus. Il faut bien savoir où on va, comment on le fait. Et donc, CodeStore aussi, vous insistez sur le côté fiabilité à la sortie. Et je pense que c'est très important. Vous connaissez bien ce secteur de l'assurance, vous avez déjà des use cases avec plusieurs acteurs, vous maîtrisez tous ces enjeux de conformité réglementaire, et ça, je pense, un message aussi qui va faire passer côté DSI, parce qu'on comprend aussi leurs enjeux aujourd'hui où tout s'accélère sur des technologies nouvelles. Oui, je
Je pense que ce qui est important, c'est que oui, ça peut paraître qu'on va être code ensemble, parfois on vraiment va être code pour aller plus vite, pour voir le résultat, mais derrière, il y a beaucoup de retravail quand même des ingénieurs. Et c'est nous, les humains, on est responsables de ce qu'on va mettre en prod. Ouais, et dit autrement, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je retiens et que je synthétiserai un petit peu cette démarche que vous avez mise en place et que tu as mentionné tout à l'heure, hein, le co-prototypage. C'est justement de permettre finalement aux équipes métiers et aux équipes DSI de travailler ensemble. Parce que souvent, et c'est ce qu'on voit dans les grands groupes, il y a une volonté de faire du côté des équipes métiers, en face desquelles sont mises des contraintes, notamment réglementaires, de sécurité, etc., qui sont légitimes, hein, mais qui du coup parfois ont tendance un petit peu à bloquer ou en tout cas à freiner les équipes métiers. Et en fait, ce que vous permettez, vous, avec votre démarche de co-prototypage, c'est justement d'aligner le meilleur des deux mondes finalement, l'initiative, l'innovation, la démarche créative pour répondre à des vraies problématiques, ça c'est les équipes métiers, et puis les contraintes réglementaires de sécurité, etc. du côté DSI, et c'est donc de cocher ces deux cases-là et de faire se parler ces deux équipes qui parfois, pour plein de raisons, ont du mal à avancer. Et c'est un des enjeux aujourd'hui avec les projets d'innovation et en particulier d'intelligence artificielle au sein des grands groupes. Et d'ailleurs, petit moment promo, vous organiserez, CodeStore organisera à la rentrée justement un atelier de co-prototypage en vrai, en personne. Il y aura pas mal d'acteurs de l'assurance qui seront invités. Donc si vous avez des projets en tête, s'il y a des choses que vous avez envie de créer et que vous êtes pour plein de raisons bloqué ou que vous n'avez peut-être pas osé vous lancer, n'hésitez pas déjà à prendre contact. Je pense qu'il y a Daphné dans les commentaires qui est présente et qui nous écoute. Sinon, vous avez Arthur qui est ici. Vous pouvez aussi contacter Héloïse pour avoir son retour d'expérience en tant que client et utilisatrice finalement de cette démarche-là. Mais voilà, si vous avez des idées, des envies de faire, prenez contact avec CodeStore et ou venez en septembre à l'occasion de cet événement en physique qui sera organisé par CodeStore. Ouais, on vous précisera évidemment l'horaire, les dates, le lieu quand ce sera figé, mais c'est rendez-vous septembre et on vous partagera tout ça en temps voulu. Yes, exactement. Et on remercie à nouveau Arthur pour CodeStore, Héloïse pour Okoa et plus largement CodeStore qui nous a permis de faire cette petite séquence et de découvrir justement ce qu'on a, cette démarche de coprototypage. Je ne sais pas si vous étiez familier avec, dites-le nous évidemment dans le chat. Et donc merci Arthur, merci Héloïse. Et puis nous on continue Merci vers beaucoup, la les section amis. 3. Merci. Merci. À très bientôt. Yes. Hop et hop, on passe à la troisième section à nouveau avec un partenaire, l'entreprise à suivre. Je te laisse peut-être présenter parce que finalement c'est toi qui les as rencontrés en premier, Alexandre. Ouais, c'est, je pense comme toi dans nos quotidiens, c'est ce qu'on aime aussi, de découvrir des nouvelles startups, insurtech, entreprises qu'on n'avait pas forcément identifiées tout de suite dans notre radar. Là, pour cause en plus, parce que c'est une entreprise qui a été fondée en Amérique du Nord, au Canada et au Québec plus précisément, cofondée par Olivier, donc un Français expatrié depuis 25 ans maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique. Grosse expérience dans la structuration et l'accompagnement de projets de transformation auprès des grands groupes et notamment dans l'assurance. Et donc, il a fondé avec Tristan Dirigeable. Dirigeable, ça part d'un constat, celui qui dit que justement les projets en fait de transformation et les projets d'innovation, quand ils dérapent, c'est pas forcément à cause de la tech. Effectivement, c'est parce qu'ils ont été mal préparés en amont. Et ça, on peut le comprendre parce qu'un projet, ça implique énormément de dimensions. Il y a les dimensions technologiques, il y a les dimensions humaines, il y a les dimensions organisationnelles, il y a les dimensions de réglementation, de gouvernance, de conformité, de data. Tout ça mis en même temps, on peut imaginer que c'est potentiellement parfois un casse-tête et que ça peut dérailler en fait. Et justement, ouais, là, tu affiches des chiffres qui sont assez parlants, je trouve. Donc, on a 70% des projets IT en échec parce qu'ils rencontrent à un moment donné des difficultés majeures.
Ça, on arrive, hein, ça ne se produit pas forcément tout de suite, ça peut se produire à 2, 3, 4, 5 ans. Il y a un moment donné, ça coince. Aussi, il y a beaucoup de gâchis aussi, parce que 45%, quasiment la moitié de ce qui est prévu au départ, en fait, ne va pas être utilisé, parce qu'encore une fois, la manque de cadrage initial. Souvent, on a beaucoup d'ambition, on dépense beaucoup, mais au final, on aurait pu faire des économies substantielles si on avait pris le temps et surtout si on avait eu les compétences et les outils pour mieux baliser le chemin. Et dernier chiffre, 37%, c'est la cause la plus fréquente d'échec qui est liée à des mauvaises exigences, ici encore dans la phase amont. Aujourd'hui, avec l'IA, évidemment, on a l'impression, c'est ce qu'on disait, de pouvoir tout faire. Il n'y a plus de limite, on peut tout faire beaucoup plus vite, évidemment, mais encore faut-il savoir où on veut aller et comment le faire, et surtout pas commettre des erreurs qui pourraient se révéler extrêmement coûteuses après. Et donc, c'est ce que c'est la proposition de valeur en fait de Dirigeable aujourd'hui, d'accompagner les entreprises et notamment les groupes d'assurance dans la structuration et le balisage de leurs projets de transformation avec l'IA. Toi, Flo, quel est ton regard sur ce sujet qui est un peu connexe à celui qu'on évoquait avant, hein, c'est comment on encadre un peu tout ça, tous ces projets, dans une époque où tout s'accélère et où tout doit s'accélérer aussi, parce que le statu quo n'est plus permis. Oui, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, et c'est ce que je répète un petit peu à chaque fois que je parle d'intelligence artificielle dans l'assurance, c'est que j'ai l'impression que cette vague technologique, elle est un petit peu différente des précédentes. Je parle souvent de changement de paradigme, parce qu'en fait, je vois la manière qu'ont les assureurs de s'emparer de cette technologie-là. Je dirais que depuis 10 ans que j'investis dans l'insurtech et donc je côtoie du côté tech, startup, innovation, les grands groupes de l'assurance, j'ai l'impression qu'il y a un réflexe systématique quand une nouvelle vague technologique arrive, c'est de vouloir tout faire en interne. On l'a vu précédemment. Et sur l'IA, c'est un peu différent. Sur l'IA, les acteurs de l'assurance, ils ont plutôt une tendance actuellement à tirer de tous les côtés. Donc évidemment, ils essayent de créer des choses en interne. Certains lancent des équipes dédiées à l'IA, d'autres mettent beaucoup d'argent sur la table pour investir dans des startups, racheter des sociétés, co-construire avec des sociétés externes, construire avec des cabinets de conseil, construire avec des software house, etc. Mais donc, je dirais qu'il y a tout un éventail d'initiatives qui sont lancées. Et ça, moi, je le trouve plutôt positif, hein, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas, malheureusement, entre guillemets, une secret sauce pour y arriver, et donc c'est plutôt en multipliant les initiatives et en diversifiant les initiatives qu'on a une chance d'y arriver. Donc ça, je trouve ça top que les assureurs démultiplient les initiatives, mais du coup, l'IA, en fait, j'ai envie de dire, elle renforce les problématiques qu'on observait précédemment dans les projets IT, et les chiffres que tu évoquais là et qu'on voit à l'écran, ils sont peut-être plus vrais sur les dynamiques d'IA que sur d'autres thématiques, parce que justement, il y a une démultiplication, plein de choses qui sont faites en parallèle, et donc chaque projet est probablement plus à même de rencontrer ces risques-là. Et je dirais qu'il y a quand même une petite tendance qu'on voit passer, notamment chez les InsurTech AI First, donc celles qui ont de l'IA au cœur de leur proposition de valeur, c'est qu'elles ont souvent cette démarche de co-création avec les acteurs de l'assurance qui sont leurs clients. Donc c'est top parce qu'à court terme, elles empilent les logos, mais j'y vois depuis le début un risque potentiel à moyen long terme qui est comment démontrer le ROI. Et c'est ce qu'on évoque là en disant, bah, tiens, il n'y a peut-être pas l'ambition, voilà, on avait mal mis les exigences, on n'avait pas clairement défini l'objectif, et bah, donc, du coup, on a raté la marche, quoi. Et ça, c'est peut-être un risque peut-être plus fort sur l'IA que sur d'autres projets précédemment. Je vois un autre enjeu spécifique à l'IA, c'est le côté accélération des projets. À nouveau, comme je l'ai dit, comme on fait plein de projets en parallèle, bah, tout va beaucoup plus vite. Donc, le fait de faire des erreurs, avoir du mal à suivre les projets, etc., c'est peut-être encore plus vrai sur les dynamiques d'innovation liées à l'IA que sur les précédentes vagues tech. Et puis, le dernier, c'est que sur l'IA, plus que sur d'autres tendances, on voit les grands groupes réunir différentes équipes métiers. Donc évidemment, les équipes métiers, évidemment la DSI dont on a parlé tout à l'heure, des acteurs parfois externes, etc. Donc en fait, sur un même projet, il y a plein d'utilisateurs très différents qui gravitent autour, d'où la nécessité d'avoir une plateforme qui permette de suivre qui en est où sont les projets, quels sont les objectifs, est-ce qu'on les maintient ou pas, est-ce qu'on continue dans la direction, est-ce qu'on pivote, etc. Et je pense que ça, c'est
plus nécessaire que jamais, parce que va se poser à un moment la question des ressources. Les acteurs en place dans l'assurance et dans toutes les industries d'ailleurs ont des moyens limités par définition. Et donc, il s'agit d'allouer ces moyens là où il y a le plus de valeur à aller chercher. Donc, c'est ça que je trouve intéressant sur la plateforme de Dirigeable. Je ne sais pas si tu voulais qu'on se plonge peut-être dans quelques écrans. Vas-y. Ouais, on va partager ça, mais je suis complètement aligné avec ce que tu dis aujourd'hui. Pour faire référence à une vieille publicité des années 90, et sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est jamais aussi vrai qu'à l'époque de l'IA. On peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il y a cette nécessité fondamentale de maîtriser ce que l'on fait, d'autant plus, comme on le disait dans l'assurance, réglementation, données, conformité, gouvernance. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut baliser. Et je voulais souligner un point important qui m'avait interpellé quand on a préparé avec Tristan et Olivier cette séquence. Il disait le mot important, c'est l'écart. L'écart en avant-projet. Des écarts, l'écart ou les écarts, on va trouver plusieurs écarts. On va trouver un écart entre le besoin métier et la solution qui va être choisie. On va trouver un écart aussi entre ce qui a été imaginé et ce qui va être finalement livré. Pas forcément la même chose. Et enfin, on va avoir un écart entre les ambitions initiales du projet et les ressources finalement disponibles. Et parfois, dans tout ça, c'est le grand écart au final. D'où les chiffres qui apparaissent ici et d'où la nécessité aujourd'hui d'avoir cette plateforme qui est développée par Dirigeable pour coordonner tout ça. Et aussi, point très important, avoir un point de convergence entre toutes les parties prenantes impliquées, et notamment toutes les équipes en interne. Je pense que c'est essentiel, ça, aujourd'hui. Que tout le monde ait la même vision et la même visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Qu'on parle le même langage et qu'on sache tous où on en est et où on va. Oui, exactement. Et c'est ce que permet du coup, parce que donc on a beaucoup parlé de la société Dirigeable, on va dire quand même un petit mot de leur produit justement, qui permet de faire ces suivis, qui permet de mesurer les écarts que tu évoquais tout à l'heure. C'est une plateforme qui s'appelle Sky Cortex, dont vous voyez quelques écrans à l'écran justement. Donc c'est des copies d'écran qu'on a faites, donc qui vous permettent de suivre justement où en sont. On voit projet, pardon, mais tu vois, tu as plusieurs projets aussi. Ça, c'est intéressant également, parce que dans un grand groupe, évidemment, il n'y a pas un seul projet de transformation en même temps. Donc l'idée, c'est de voir ce qui est fait, de voir ce qui a été fait aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais parfois, il y a un métier qui a expérimenté quelque chose il y a 1, 2 ans, c'est déjà dans la bibliothèque quelque part, on ne le sait pas. Donc il y a une rétro-documentation aussi qui permet d'avoir une vision globale des avancées de l'entreprise en matière d'innovation, avec tout l'historique également, pour ne pas réitérer et répéter des erreurs qui auraient pu déjà être commises. Et ça, forcément, ça fait gagner du temps et de l'argent si on ne commet pas 2 fois la même erreur. Yes, exactement. Et puis voilà, avec beaucoup de détails à chaque fois, ce que tu évoquais sur des projets qui avaient peut-être existé dans le passé. L'idée, c'est de ne pas les oublier, d'avoir des éléments, évidemment. Il y a des outils d'agents IA qui permettent aussi d'aider à naviguer dans les projets, dans les bibliothèques disponibles, toujours avec cette idée d'aller à l'efficacité maximale. Et donc, c'est à la fois mesure de l'écart et puis optimisation finalement du process et des équipes qui gravitent et travaillent sur ces différents projets-là pour à la fois minimiser l'écart et puis quand même partager les bonnes pratiques. Donc, c'est des choses qu'on retrouve, je dirais, il y a 5-7 ans sur les sujets d'innovation de manière un petit peu générale ou même d'investissement. Il y avait ces plateformes qui permettaient de partager. Bon, là, c'est un bon exemple, mais optimiser, je dirais, pour les projets d'innovation, les projets tech, les projets d'IT et évidemment tous les sujets qui gravitent autour de l'IA. On peut donner des exemples concrets, c'est pour qu'on puisse se projeter aussi côté assureur. Ça va être la mise en place d'un CRM, tout simplement, des choses qu'on connaît déjà. Mais si vous êtes dans ces sujets, vous savez que c'est souvent plus difficile qu'il n'y paraît premier abord. Donc lancer un CRM Salesforce ou Dynamics, à baliser le chemin et pouvoir itérer et ajuster aussi en temps réel. Ça, c'est important, avoir de la réactivité pour faire les bons choix et pas laisser des situations parfois dégénérer. Ça permet d'affermir le projet, de le structurer et de le sécuriser sur le temps long aussi. Ça, c'est important.
Parce que comme on disait, hein, les défauts, ils peuvent apparaître plus tardivement dans le projet. Ça peut être la même logique avec des logiciels SaaS, type Core System, Guidewire et compagnie. Là, on n'est pas en train en amont de juger de la qualité de l'outil. L'outil, il est bon, il est fort, mais c'est comment on va l'utiliser, quelles briques vont être les plus pertinentes, sur quoi on va capitaliser, dans quel timing on va déployer telle et telle feature. Enfin, tout ça, c'est très important d'avoir cette vision-là. Et plus la réflexion intervient tôt, en fait, en amont, et plus le projet va gagner en sérénité derrière, hein, j'ai l'impression. Yes, ça me paraît être un bon mot de la fin. À nouveau, vous pouvez contacter les dirigeants. On sera ravis de faire les mises en relation aussi si vous le souhaitez. Puis j'imagine que vous entendrez à nouveau parler de cette société-là. Ouais, j'ai l'interview aussi. Voilà. C'est ce que j'allais dire. J'allais vous inviter à soit, d'une part, relire l'interview qu'Alexandre a faite, soit regarder la petite capsule que tu as publiée tout à l'heure. Oui, ils étaient à Vivatech et effectivement, je les ai vus à Vivatech et j'ai pu constater vraiment un vif intérêt de différents acteurs, hein, des assureurs, mais pas que, parce que ouais, je pense que ça répond vraiment à des enjeux du moment. On est là, comment on fait pour plus décider en 18 mois, mais en 3 mois, mais tout en garantissant la conformité et la sérénité d'un projet. Ouais, c'est des enjeux qui se posent dans plein de secteurs en fait aujourd'hui. Et auquel, là, on a une réponse innovante qui apporte de l'IA. Et surtout, je pense, Olivier, comme Tristan, il y a un vrai savoir-faire dans l'accompagnement des projets d'innovation. On parle souvent de où est la valeur de l'innovation. C'est aussi ça, dans cette capacité aujourd'hui à accompagner en mettant en œuvre le savoir-faire acquis, l'expérience acquise à travers des projets d'innovation sur plusieurs décennies. Ça, aujourd'hui, c'est extrêmement précieux, me semble-t-il également. Yes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait passer plus de temps sur des exemples concrets finalement d'innovation, aller peut-être un petit peu plus vite sur les levées récentes, qui est la dernière séquence sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. Et on voulait peut-être commencer par une boîte dont on a parlé dernièrement, qui s'appelle iSight, qui fait de l'imagerie satellite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont revenus sur le devant de la scène parce qu'ils ont fait un partenariat avec Liberty Mutual récemment pour faire de l'assurance paramétrique, notamment sur les feux de forêt. Donc, utiliser l'imagerie satellite pour être capable de détecter, quelle que soit la météo, même à travers les fumées, etc., en l'occurrence, les maisons qui avaient été détruites ou pas, et à partir de là, déclencher ou non un remboursement. Et ils avaient, et c'était un article que toi, tu avais rédigé, ils avaient fait une levée assez importante, hein, où ils étaient valorisés 10 milliards d'euros. Ouais, c'est une extension de la série F. Ouais. Donc, ils ont remis 400-500 millions en plus. On est sur une levée totale, une série F de plus d'1 milliard et une valorisation à 10 milliards. 10 milliards, exactement. Et en fait, c'était intéressant aussi parce qu'en off, on vous dévoile un peu les secrets, mais c'est vrai qu'avec Alex, on se pose souvent la question de est-ce que ça fait partie des startups InsurTech ou pas. Moi, je suis plutôt partisan d'une définition un peu stricte de l'InsurTech. Donc, c'est vrai qu'on a toujours eu un œil sur iSight, évidemment, mais on ne l'a jamais mis, nous, dans les catégories pure InsurTech. Et en même temps, c'est hyper intéressant de voir que des acteurs comme ça méritent toute notre attention, évidemment, parce que quand ils ont un lien avec l'assurance, ici au niveau de la donnée, même plus, hein, au niveau de l'algorithme, hein, faire du sens à partir des données pour permettre à un acteur de l'assurance de proposer un produit adéquat, finalement, ces acteurs-là grignotent une partie de la chaîne de valeur, et c'est d'autant plus vrai sur les nouveaux risques, et vous connaissez notre appétence pour ce sujet-là. On considère que c'est la prochaine vague d'innovation dans l'assurance, où il y a, je dirais, une répartition des rôles entre identifier, accéder à des nouveaux jeux de données, leur donner du sens grâce aux algorithmes pour ultimement permettre de débloquer de la capacité d'assurance. Bon, voilà, le partenariat entre iSight et Liberty Mutual est un exemple parfait de ça, où sur les deux premiers maillons de la chaîne de valeur, c'est iSight, la startup qui opère, et puis le Liberty Mutual qui opère sur la partie portage de risque. Donc voilà, donc ça répond un peu à la question, est-ce que c'est une InsurTech? Oui, non, chacun se fera un avis. Est-ce que c'est une boîte à suivre et qui est pertinente pour le secteur de l'assurance? La réponse est oui, grand oui. Évidemment. Oui, là, si on veut résumer en une phrase, là, iSight, ils vendent plus de la donnée, ils vendent une décision assurantielle dans un modèle paramétrique comme ça. Donc là, on passe au stade supérieur. Hein. Exactement. Peut-être un mot pure InsurTech ce coup-ci avec Finovox,
qui fait la détection de fraude dans les factures, qui vient de lever une nouvelle levée de fonds. À nouveau, si vous voulez en savoir plus, allez lire le très bon article sur le sujet d'Alexandre qui couvre à chaque fois comme ça les levées de fonds. Donc nous, on essaye de les parcourir et de vous pointer ce qui nous semblait le plus intéressant, mais prenez le temps d'aller lire tous les détails ensuite sur... Gros sujet, fraude documentaire, la levée de plus de 8 millions pour Finovox. Belle aventure, Finovox, qu'on suit depuis plusieurs années, qui progresse étape par étape, là, qui arrive à un nouveau cap avec des déploiements en Europe. On parlait tout à l'heure sur le chien-chat, mais sur ce type d'acteurs enablers, sur des sujets qui finalement concernent tous les assureurs, assureurs qui sont anglais, allemands, italiens, espagnols ou français. Aujourd'hui, notamment avec l'IA, il va être confronté de plus en plus à ces sujets de fraude documentaire. Donc ça ouvre aussi des perspectives et une levée significative, ça va aider aussi à se développer en ce sens pour Finovox. Et puis évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler d'IA à nouveau, si vous auriez été déçus. Donc, on en parle juste brièvement. C'était la startup WaniWani, dont vous aviez probablement entendu parler au moment où ils avaient lancé un produit avec Trusty en Espagne. Ils avaient intégré directement le produit d'assurance, ou en tout cas la partie souscription, recommandation de produits d'assurance directement dans l'écosystème d'application de ChatGPT. Ils viennent d'annoncer une grosse levée, 8 millions d'euros, pour accélérer le développement de leur solution. Et ça, c'est leur site internet qui met en évidence le fait d'utiliser les IA conversationnelles, les IA génératives comme canal de distribution d'assurance. Ils sont basés à San Francisco, mais ce sont des Français qui sont à la tête de ça. Donc, petit cocorico aussi, c'est bien. On a des jeunes entrepreneurs français, Kinro aussi en ce moment, qui avancent bien. Donc, des startups qui sont en Californie, des InsurTech, et qui travaillent de manière innovante tous ces sujets d'IA. Donc, on va les suivre de près. Et forcément, je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler très prochainement. Et en attendant, n'oubliez pas, allez lire l'article sur cette société et puis sur toutes les autres, parce qu'il y a eu d'autres levées de fonds, soit Pure InsurTech, soit Connex, qui ont été couvertes par Alexandre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, j'ai l'impression qu'on est pile dans le timing. 1h pile. 14. Quel talent. On vous remercie à nouveau. Vous avez été particulièrement nombreux et nombreuses à la fois à nous suivre, mais à interagir dans les commentaires. Et ça, on vous remercie beaucoup. Parce que, évidemment, ça booste un petit peu l'algo, donc ça, c'est pas mal. Mais aussi et surtout, ça rend ces échanges assez interactifs, et c'est quand même le but du jeu de les faire en live, même si, à nouveau, ils sont disponibles en replay. Donc, si vous avez raté un morceau, vous pouvez revoir ce replay-là sur LinkedIn, évidemment, là où vous êtes, et puis ensuite, et dans quelques heures ou quelques jours, sur la chaîne YouTube d'Alexandre. Voilà, merci à toutes, merci à tous, merci Alexandre. Et puis, je pense qu'on se retrouvera juste avant le break d'été, peut-être pour une dernière version, peut-être estivale, qui sera une sorte de best-of peut-être du premier semestre. Mais c'est toujours cool de partager nos points de vue sur ce qui se passe dans l'assurance, parce qu'il se passe énormément de choses. Alors, on le voit. Un grand merci, Flo. Toujours un plaisir de mener ce baromètre en ta compagnie. Merci à toutes et tous pour votre fidélité, pour votre engagement sur ce format qu'on prend plaisir, je pense, tous les deux à mener depuis toutes ces années. À très vite. Prenez soin de vous avec la chaleur et on vous donne rendez-vous très, très bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt.